bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne quinzaine. Moi ça va, j'ai passé mes examens et c'était top. Voilà, j'adore ces périodes un peu de rush de travail, donc je suis en L2 de psycho et j'ai de la buée sur les lunettes parce qu'en fait j'ai super chaud. Voilà, j'ai super chaud, j'ai installé le set et tout, et du coup maintenant je crève de chaud, mais je vais avoir besoin de mes lunettes. En temps normal c'est pas très grave parce que je vois pas assez pour ne pas pouvoir regarder une caméra, mais le problème c'est que là je vais vous lire, donc il faut quand même que je mette mes lunettes, donc voilà, si je brille, c'est qu'il fait chaud dans ce studio, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour une foire aux questions. Alors c'est pas une foire aux questions au sens je vais répondre à vos questions sur moi, c'est plutôt vous qui me soumettez vos situations, vos difficultés avec l'alimentation, avec le poids, avec le corps de manière générale, et moi je suis là pour y répondre, pour vous aider en posture de coach. Je pense que je vais faire d'autres vidéos comme celle-ci parce que je sens que ça va être un format que je vais beaucoup aimer. Donc aujourd'hui je vais prendre entre 3 et 5 questions et je ferai ça à chaque vidéo, je vais voir en fonction de la durée, vu que c'est la première fois que je fais ça, voilà combien de temps ça prend. Mais du coup je vous aurais mis dans la barre d'infos le lien pour poser une question. Donc si vous voulez poser une question et soumettre votre situation pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le faire, vous avez le lien du Google Form, du Google Doc, dans lequel vous pouvez soumettre votre question de manière anonyme ou pas. Et voilà. Si vous savez déjà que le format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à cette chaîne, ça vous permettra d'être au courant de toutes les vidéos plus régulièrement, et surtout ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres gens de la découvrir, parce que vous, je sais que vous allez regarder tous les mercredis, vous savez qu'il y a une vidéo qui sort, donc vous allez regarder sur la chaîne, mais c'est pas tant pour vous, c'est aussi pour la chaîne en elle-même, ça aide les statistiques, ça aide l'algorithme, donc voilà, si vous avez envie qu'il y ait d'autres personnes qui découvrent mon travail, n'hésitez pas à réagir, à mettre des j'aime, à vous abonner, à créer des commentaires, etc. Parce que tout ça, ça booste l'algorithme et la chaîne. Donc merci d'avance pour celles et ceux qui le feront. Et puis on y va avec la première question qui m'a été posée et que j'ai sélectionnée pour cette vidéo, qui est une question d'une personne qui veut rester anonyme et qui me dit: après avoir pendant longtemps fait des restrictions, je me suis lâchée. Alors le lâcher est entre guillemets. J'ai pris du poids et en lisant ton livre, j'ai bien compris pourquoi. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, j'ai envie de perdre du poids, et d'un autre, je ne veux pas retomber dans quelque chose qui ressemblerait à de l'orthorexie. Donc l'orthorexie, pour celles et ceux qui ne savent pas, je mettrai peut-être un petit encadré ici, mais c'est un trouble du comportement alimentaire dans lequel on a tendance à avoir des pensées obsédantes sur la qualité des aliments, la nutrition, l'aspect santé et l'aspect voilà, bon pour le corps. J'aimerais accepter mon corps, le trouver beau, mais j'ai beaucoup de mal parfois. Je focalise sur les parties de mon corps qui me déplaisent et lorsque je mange bien, j'espère que cela se verra physiquement. J'ai aussi très peur de la balance, donc je ne me pèse plus depuis plusieurs années maintenant. J'aimerais avoir des pistes, des idées pour me sentir plus sereine dans mon corps. Peut-être aussi des pensées qui me permettraient de surmonter les moments down où je n'arrive pas, où je n'aime pas mon corps, pardon. Déjà, merci pour ton message. Je vais le dire à chacune, hein, mais voilà, merci pour ton message. Et pour ta situation, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Il y a plein de choses dans ta situation parce qu'il y a le fait que tu focalises sur des parties de ton corps et que du coup tu nourris, enfin en tout cas une partie de toi nourrit de la haine sur certaines parties du corps. Alors peut-être pas de la haine, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est de la honte, peut-être que c'est de la peur, peut-être que c'est du dégoût, peut-être que c'est de la tristesse, enfin en tout cas quelque chose de désagréable sur certaines parties de ton corps qui te déplaisent comme tu me l'expliques. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que quand tu manges sainement pendant une période de temps, t'as un peu l'attente que ça se voit sur la balance, et si ça se voit pas, de ce que je comprends, vu que tu me dis que t'as peur de la balance, il y a une espèce de déception peut-être, ou en tout cas quelque chose qui te rend triste, ou quelque chose de désagréable, en tout cas sur l'instant. Et tu me parles aussi du fait que t'as envie de perdre du poids, mais que t'as peur de l'effet que ça aurait sur toi d'entamer une perte de poids, notamment le risque d'orthorexie. Donc ça fait pas mal de choses, donc il faut que je choisisse sur quoi je vais me focaliser. Je pense que je vais juste me focaliser sur ta question, en fait, à la fin, puisque tu m'as orienté, tu m'as dit « J'aimerais avoir des pistes et des idées pour me sentir plus sereine dans mon corps. Peut-être aussi des pensées qui me permettent de surmonter mes moments down où je n'aime pas mon corps. » Le premier truc qui me vient, là, quand je te lis, c'est déjà de comprendre qu'effectivement le rapport au corps et le rapport à soi-même, c'est un ensemble de pensées en fait. C'est un ensemble de croyances, de construction de ton identité que tu as fait au cours de ta vie, en fait, autour desquelles tu t'es construite. Donc c'est des choses voilà, où tu t'es fait des narrations de tes souvenirs et
c'est quelque chose qui est très dur à faire bouger dans ta vie parce que ça sert à garder une certaine cohérence. Ce qui fait que l'image de toi, la vision de qui tu es reste cohérente au cours du temps et que tu ne deviens pas folle en fait, en gros, si je peux dire ça hyper simplement. Mais ton cerveau, il fait en sorte que cette image de toi, elle reste la même au cours de ta vie. Donc déjà, c'est normal si ça te paraît pas si évident de changer ton regard à ton corps parce que j'imagine, d'autant plus en tant que femme, puisque tu es une femme, en tout cas c'est ce que je comprends dans ce que tu me dis, et dans les accords que tu fais à l'écrit, tu t'es construite autour de cette image que le corps était important, vu que dans notre culture à nous, le corps est quelque chose d'important dans la définition de l'identité d'une femme. Être belle physiquement, être attrayante physiquement, être bien apprêté, être tout ça, socialement, dans la culture dans laquelle on a tous et toutes grandi ici, et c'est quelque chose d'important. Donc c'est pas étonnant que ça soit pas si simple à défaire. Ça veut pas dire que tu ne peux pas le défaire, mais ça veut juste dire que quand tu vas travailler sur l'image que tu as de toi et de ton corps, il va falloir que ça soit fait d'une manière progressive qui te permet de garder un sens de la cohérence du toi et de la cohérence de l'image que tu as de toi. Je pense que déjà une piste et une idée qui peut t'aider là-dedans, c'est de comprendre que tu n'es pas tes pensées. C'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait tu vas avoir des moments down, où tu vas avoir des pensées qui sont très désagréables par rapport à ton corps, peut-être même des pensées de haine, des pensées qui sont affreuses, mais ces pensées-là, ce sont vraiment juste des pensées. C'est pas tout toi, c'est juste une partie de toi qui pense ces choses-là à propos de ton corps. Et de te rappeler que cette partie de toi, elle est là pour te faire du bien. Elle essaye de faire quelque chose de positif pour toi, même si ça n'y paraît pas comme ça, parce que la pensée est très désagréable, ça crée des émotions désagréables, et en général, ça même, si c'est très intense, ça peut même avoir un effet en fait encore plus délétère, parce que tu peux te retrouver à tamponner, donc à manger par exemple, pour ne pas vivre ces émotions désagréables procurées par la mauvaise image de toi que tu as, ou les mauvaises pensées que tu as sur ton corps, etc. Donc, cette part de toi, finalement, qui pense ces choses-là et qui te dit ces choses-là dans ta tête, en fait, elle essaye de faire quelque chose de bien pour toi. Faudrait voir quoi, faudrait lui demander, faudrait discuter avec elle, pourquoi pas en thérapie IFS, tu vois. Mais comme ça, si je devais deviner, puisque là on est dans une vidéo, on n'est pas ensemble l'une en face de l'autre, mais si je devais deviner comme ça, je pourrais imaginer certaines choses, et puis ce sera à toi de voir si ça peut être ce que tu vis. Souvent, ces parts-là, c'est des parts protectrices qui essayent de te garder en mouvement et qui essayent de faire que tu restes pas sur tes lauriers, quoi, et que tu restes en action. Donc il se peut que cette partie de toi, en fait, elle essaye juste de te protéger et de faire que tu continues à te bouger pour essayer de mettre des actions en place et pas baisser les bras face à cette question de perte de poids. Et voilà, parce qu'elle a pas envie que tu sois rejeté, par exemple, par la société qui préfère les filles minces. Voilà, par exemple. Après, il faudrait lui demander, mais c'est peut-être l'une des idées. Donc, la piste que j'ai envie de te donner, c'est quand ça t'arrive, quand tu te retrouves dans la situation où tu penses des choses très puissantes et très fortes à propos de toi qui sont désagréables, et de prendre un pas de recul, pardon, j'ai tapé dans le micro, de prendre un pas de recul et de se dire, ok, en fait, c'est pas tout moi, c'est pas vrai, c'est juste une partie de moi qui pense des choses et qui me les propose pour me protéger. C'est pas contre moi, c'est quelque chose qui a un mécanisme de défense, dit autrement, si je le dis pas avec une grille de lecture IFS, mais de manière plus générale, c'est juste un mécanisme de défense. Et le fait de prendre ce pas de recul, ça aide en général à te réguler sur l'instant, c'est-à-dire à faire que tes émotions se dissipent un petit peu et que ça soit moins intense et que ça soit plus facile à vivre. Après, si tu as besoin d'un outil ou quoi pour t'aider à prendre cette distance-là par rapport au corps, mais j'imagine que tu le sais parce que c'est dans cette vidéo-là que j'avais mis le questionnaire pour la première fois, mais j'ai un programme en ligne, tu sais, qui s'appelle 30 questions pour se reconnecter à son corps, où il y a dans les questions, enfin c'est le but des questions en fait, c'est de créer cette connexion-là et de créer une image par rapport à ton corps qui est plus juste en fait, parce que c'est pas tant qu'elle soit plus agréable, mais c'est surtout que quand tu as une image de toi qui est très polarisée comme ça et très négative, en fait ça peut pas être ça peut pas être raccord avec la réalité. C'est la même chose que quand tu as une image de toi qui est ultra positive. En fait on est un ensemble de défauts et de qualités, tous en fait. Il n'y a aucun d'entre nous qui est parfait, et il n'y a aucun d'entre nous qui est vraiment une merde internationale. Bon le but de ce programme là, c'est de recréer en fait ce lien et de mettre un regard qui est plus juste et qui est plus apaisé avec ton corps. Donc ça peut être quelque chose qui peut t'aider. J'imagine que tu connais l'existence, sinon tu n'aurais pas pu mettre la question là, mais bon, je te le pose là quand même au cas où. Et puis voilà, merci pour ta question. Deuxième question, elle est aussi anonyme et
Elle me dit « Je suis végétarienne et intolérante au lactose. Depuis plusieurs mois, je ne digère plus bien le gluten. Ça me fatigue beaucoup et je gonfle, plus des grosses lourdeurs dans l'estomac. » Quand j'ai dû supprimer le lactose, ça n'a pas été trop compliqué, mais supprimer le gluten, c'est trop d'interdits pour moi et ça renforce mes compulsions alimentaires. Je voudrais une aide sur les pensées aidantes. Que puis-je faire pour à la fois respecter mon corps et ma tête ? Ah, super intéressant. Merci beaucoup pour ta situation aussi. Alors, effectivement, quand on a des interdictions alimentaires, ça peut, c'est pas systématique, mais ça peut renforcer les compulsions alimentaires. En fait, c'est surtout quand ces choix alimentaires, ils sont pas vraiment choisis. C'est-à-dire que si tu as une restriction alimentaire pour des raisons religieuses, pour des raisons éthiques, par exemple, je sais pas, tu manges pas de porc ou tu manges pas de viande tout court ou de poisson, de fruits de mer, pour des raisons voilà, qui sont propres à tes valeurs, qu'elles soient donc religieuses ou autres, c'est pas du tout la même chose qui se passe dans ton cerveau que quand tu as une restriction alimentaire par contrainte extérieure. Par exemple, tu dois manger une alimentation non inflammatoire parce que tu as de l'endométriose. Ou tu dois, comme c'est ton cas, ne pas consommer de lactose ou ne pas consommer de gluten parce que tu as des intolérances. Donc, sur le cerveau, c'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, la posture, elle n'est pas la même. Il y a un cas où tu choisis une restriction alimentaire parce que ça te paraît pleinement juste et ça te rapproche de qui tu es. Donc ça te fait te ressembler davantage, et en tout cas ressembler davantage à la personne que tu as envie d'être, l'imaginaire de qui est la personne idéale que tu veux être. Donc c'est quelque chose qui est plutôt joyeux en fait, qui est plutôt un mouvement positif, où tu te rencontres dans ce mouvement-là. Alors que quand tu as une restriction pour des raisons de santé, généralement, c'est quelque chose qui est, au contraire, quelque chose de l'extérieur qui peut être vécu comme une contrainte, comme un truc qui est injuste, dans lequel il y a de la résistance, dans lequel il peut y avoir de la colère, dans lequel il peut y avoir de la frustration, en fait. C'est là qu'on voit que c'est hyper intéressant, parce que dans ton cas, on le voit très bien, que la frustration n'est pas liée à l'action en elle-même, le fait de ne pas manger de viande, par exemple. C'est pas l'action de ne pas manger de viande qui crée de la frustration, mettons, c'est l'endroit depuis lequel on fait, et l'histoire que ça génère pour nous, qui nous est propre, qui est liée à notre culture, à notre histoire personnelle, à nos intentions, etc. Vous voyez ? Et c'est tout le principe de la restriction, et c'est ça qui est compliqué. C'est que la restriction, elle amène à de la compulsion, parce qu'il y a la notion de frustration et de résistance, de je n'ai pas envie, en fait, de faire ça. Je n'ai pas envie d'avoir cette action-là, ça ne me ressemble pas, je trouve ça injuste, je trouve ça triste, je trouve ça plein de choses qui ne sont pas, en fait, ça n'est pas quelque chose de joyeux qui me rapproche de moi et de qui je suis. Donc là, j'ai l'impression que ce que tu vis, c'est exactement ça. Quand tu dis « ça risque de renforcer mes compulsions alimentaires », c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, en fait, ça n'est pas raccord avec toi et c'est un truc où il y a de la résistance. Alors, quand on est dans l'obligation de faire un changement alimentaire pour des raisons de santé, comme l'alimentation non inflammatoire ou quand il y a une allergie, comme c'est le cas ici, en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail aussi mental sur le rapport qu'on a à cet aliment. C'est aussi ce que je vous propose, en fait, quand on fait un travail sur le rapport à la nourriture et que je vous dis la restriction en soi, la frustration en soi, c'est pas un problème, c'est juste une histoire de comment tu te racontes l'histoire. Et vous vous souvenez de l'exemple où je vous dis, quand tu es monogame, exclusif avec ton compagnon ou ta compagne, c'est pas de la frustration que de pas embrasser d'autres gens ou faire l'amour avec d'autres personnes. En fait, c'est pas de la frustration parce qu'en fait, c'est un choix que t'as fait avec lequel t'es parfaitement en phase et en fait, t'y penses même pas. Parce que c'est ton identité. Quand on change son rapport à la nourriture, ce que je vous propose, c'est de changer votre identité aussi. Alors, à condition, ça marche seulement à condition que cette identité, elle te correspond davantage. Parce que très souvent, en fait, dans le rapport qu'on a à la nourriture, on s'est fait toute une identité qui, en fait, est beaucoup plus culturelle, imposée par la société et tout, que ça n'est réellement nous, en fait. Si nous, on se consulte avec nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont, en fait, des espèces de surcouches qu'on a reçues de notre éducation et qui ne nous ressemblent pas. Donc là, dans ton cas, ce qui est super intéressant, c'est que j'imagine que pour le lactose, ça n'a pas été difficile parce qu'il doit y avoir un truc identitaire. Alors, je saurais pas quoi, puis comme je t'ai pas en face, je peux pas te poser la question, mais il doit y avoir un truc qui fait que dans ton identité, c'est pas compliqué de pas manger de lactose. Alors, peut-être que ça l'était avant, mais que tu l'as changé, que tu as travaillé sur ton identité en disant, en fait, c'est pas plus mal. Et du coup, tu dis, en fait, j'aime pas trop ça, donc c'est facile pour moi, je suis pas quelqu'un qui aime le lactose. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais toi, tu sais, en tout cas, quand tu m'entends, à mon avis, tu l'as. Là, pour le gluten, c'est plus difficile parce qu'il doit y avoir un truc identitaire. Il doit y avoir plusieurs choses identitaires, en fait, qui sont liées
dans l'histoire du gluten. En fait, je sais pas, peut-être que c'est le pain, les crêpes, les pâtes, j'en sais rien, peut-être que t'es italienne et pas manger de pâtes et de pizza, c'est compliqué, peut-être que t'es française et pas manger de pain, c'est compliqué, tu vois, je ne sais pas. Ou un truc identitaire plutôt différent de l'ordre de je résiste, genre c'est injuste, encore une contrainte, je ne sais pas. Tu vois, je suis obligée de te faire des propositions vu que je t'ai pas en face. Donc si je t'avais en face en consultation, je te poserais la question, à ton avis, qu'est-ce qui fait résistance ici? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour toi le gluten versus le lactose? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette situation-là? Et vu les indices que tu m'as donnés en me disant c'est encore un truc de plus, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être un truc un peu de l'ordre de l'injustice ou du voilà, pas encore un truc quoi. Donc qu'est-ce que je peux te proposer? Quelle piste je peux te donner? Tu me dis j'aimerais bien une aide sur les pensées, avoir des pensées aidantes qui me permettent de respecter mon régime alimentaire, respecter mon corps et ma tête, tu m'as dit. Donc être bien là-haut, ne pas être en train de souffrir émotionnellement et mentalement face à ces contraintes alimentaires, mais quand même faire du bien à ton corps, c'est-à-dire ne pas manger du gluten ou du lactose alors que ça va pas te mettre bien. Ce que je peux te proposer, c'est déjà d'explorer cette question identitaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le gluten, qui est dans les aliments en tout cas, je pense pas que c'est le gluten en lui-même, hein, mais les aliments que tu aimais consommer et que tu peux plus consommer si tu dois arrêter le gluten, qui sont identitaires et auxquels tu es attaché. Une des possibilités, et je pense que tu y as déjà pensé, et toutes les personnes qui ont des intolérances alimentaires y ont déjà pensé, c'est d'aller trouver des alternatives où tu as quand même le réconfort et la culture et l'identité autour de ce truc-là, mais sans avoir l'aliment en lui-même qui te crée des problématiques de santé. Ça, je pense que tu y as déjà pensé, et c'est extérieur. C'est pas changer ton comportement à l'intérieur, changer tes pensées, changer tes émotions. Moi, l'autre piste que j'ai envie de te donner, qui à mon avis est plus dans mes cordes et qui t'aidera davantage, étant donné ta question, c'est de te dire, ok, pourquoi je fais ce choix en fait? Pourquoi je fais le choix de ne pas manger de gluten? Et qu'est-ce que ça dit de moi? Qui je suis? Quelle personne je suis quand je fais ça? Et de te rapprocher de cette personne quand à chaque fois que tu as un inconfort face à ce choix. Te dire voilà, en fait, je suis par exemple, je vais faire une proposition, je ne sais pas si c'est ça, en tout cas, donc il faut que tu te poses la question toi, tu peux même te la poser à l'écrit, faire pause sur la vidéo, te la poser, pourquoi je fais ça? Je vais imaginer que l'une des raisons, c'est tout simplement parce que tu es quelqu'un qui prend soin de ta santé. Tu es quelqu'un qui respecte ton corps, tu es quelqu'un qui a à cœur de vivre longtemps, en bonne santé, en forme, avec de l'énergie, de profiter de la vie, de profiter de tes amis, de ta famille, voilà, de faire tout à ton maximum, et pour toi, c'est important de prendre soin de ton corps. Et bien, les instants où tu vis ce manque, où tu vis cette restriction, ce sentiment de restriction, et bien de te rappeler pourquoi tu le fais, de te reconnecter à ta raison interne de faire ça. Et que c'est pas contre toi. Il y a peut-être des choses qui jouent du genre oui, c'est une interdiction, ça me rappelle mon enfance, mon père qui m'interdisait de manger des biscuits ou j'en sais rien parce que c'était pas l'heure ou parce que c'était trop ci ou trop là ou je sais pas, tu vois, peut-être que ça se rappelle des interdits de l'enfance et dans ce cas ça peut être intéressant d'aller travailler en thérapie avec ta thérapeute ou ton thérapeute. S'il se passe vraiment quelque chose qui se joue, tu vois, un genre de trigger comme on dit, donc un déclencheur, quelque chose, là-dessus des fois, sur la restriction, sur l'interdiction alimentaire, on est beaucoup à avoir des points d'ancrage dans l'enfance en fait, des trucs, des interdits, des parents qui interdisent le Nutella, des parents qui interdisent de manger, si jamais tu finis pas ton assiette, bah après si t'as faim, bah tant pis, t'as pas le droit de manger, enfin plein d'interdictions comme ça qui souvent, quand on se retrouve à l'âge adulte à choisir de s'interdire soi-même des choses pour notre bien, soit pour notre santé, soit pour notre éthique, bah on se retrouve à être déclenché. Donc regarde s'il y a quelque chose de cet ordre-là, et si c'est le cas, moi je t'inviterai à l'amener en thérapie, parce que c'est quelque chose sur lequel tu peux travailler. Et sinon, bah te rappeler pourquoi ce n'est pas une réelle interdiction en fait. C'est pas, tu as le droit de manger du gluten, c'est juste que si tu le fais, tu vas pas te sentir bien. Et t'as pas envie de pas te sentir bien. Donc c'est vraiment te le rappeler, et s'il y a des choses autour de l'injustice ou de la frustration, enfin des choses un peu plus profondes que ce que je viens de te donner, qui sont des choses quand même de surface, n'hésite pas à aller les travailler, pareil en thérapie ou en coaching, en fonction de l'approche. On peut le travailler ensemble d'ailleurs si tu as envie, mais c'est d'aller regarder, par exemple, je te donne l'exemple admettons que tu trouves ça injuste, que c'est encore un truc interdit, etc., que tu trouves ça injuste, ben d'aller regarder, en fait, déconstruire cette injustice, te dire, ok, ça c'est un truc injuste, sur quoi dans ma vie j'ai eu plus de chance, et en fait c'est aussi injuste, genre là j'ai pas de chance, effectivement j'ai pas de chance, il y a beaucoup de gens autour de moi, ils sont pas intolérants au lactose et au gluten, et moi, j'ai cette malchance-là, ok. Sur quoi, toi, t'as eu de la chance, et tu le prends comme si c'était normal, alors qu'en réalité, c'est injuste, mais c'est injuste en ta faveur. Et de te rendre compte qu'en fait, toute chose et toute proportion gardée,
il y a une forme d'équilibre. Je dis pas que tout est juste, etc. dans l'absolu, mais en fait, ça se compense à l'échelle de ta vie. Et même quand c'est pas le cas, en fait, t'as pas tant de choix que ça, en fait. C'est soit tu acceptes cette injustice-là, tu acceptes le fait que la vie est injuste et qu'il y a réellement des personnes qui, toute proportion gardée, tout équilibre gardé, ont quand même moins de chances que d'autres populations, et c'est le cas, hein, il y a des populations entières qui ont moins de chances que d'autres populations, et voilà. Donc, si c'est ton cas et que tu arrives à cette conclusion et que toi ça marche pas, le fait de te dire ok, il y a des endroits où j'ai de la chance, il y a des endroits où j'ai de la malchance, là j'ai de la malchance sur les allergies et les intolérances, mais j'ai de la chance sur mes cheveux et mes ongles, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, dans ma tête, ça se compense et je vois qu'en fait, il y a une forme d'équilibre et que tout n'est pas injuste envers moi et que je peux prendre un pas de recul et me dire, ok, en fait, ça va, c'est pas grave, c'est chiant, mais c'est pas grave. Si ça, c'est pas acceptable pour toi et que tu es face à cette injustice générale et que tu te dis, non, mais en fait, moi, je fais partie d'une population une partie de la population qui a juste moins de chance que d'autres parties de la population et que tu trouves ça injuste, et ben d'accueillir en fait aussi juste cette injustice-là, ce sentiment d'injustice, et dire oui, en fait c'est le cas. En fait c'est le cas. Et de travailler là-dessus, de te dire, bah en fait je fais un travail d'acceptation de c'est injuste que je puisse pas manger de gluten, c'est injuste que j'ai de l'endométriose pour celles qui se reconnaîtront là-dedans, c'est injuste que j'ai une obésité chronique, c'est injuste que j'ai eu des parents qui m'ont traumatisée étant enfant, c'est injuste qu'il m'est arrivé tel problème de santé dans ma vie. Oui, tout ça est injuste. Et de le vivre, de le ressentir et de te le laisser traverser. Et d'accepter cette injustice-là comme faisant partie de la vie et quelque chose qu'on est beaucoup d'humains à expérimenter, à ressentir. Et voilà, et ça peut être une piste qui peut t'aider. Si c'est ça le truc le plus profond qu'il y a derrière, évidemment, là j'ai fait une supposition, mais comme il y a beaucoup de gens qui vivent ce sentiment d'injustice, je suis sûre que si ça t'aide pas là-dessus, ça t'aidera sur un autre domaine de ta vie, et je pense que ça aidera aussi les autres qui regarderont la vidéo. Voilà pour les petites pistes que j'ai eu envie de te donner en te lisant aujourd'hui, j'espère que ça t'aide, et merci pour ta question encore une fois. Je vois que je prends quand même pas mal de temps, donc je vais en prendre une troisième, et je garderai les autres pour la prochaine fois. Donc troisième question, elle est donnée par Anne, qui me dit du coup qu'il n'y a pas de problème à ce que je dise son prénom, donc merci à toi Anne. Et elle me dit « J'ai un rapport conflictuel avec mon corps en raison de mon poids. Je suis en surpoids depuis l'adolescence et en obésité depuis 10-15 ans, je dirais. J'ai 42 ans. J'ai entrepris un régime il y a 1 an et demi et j'ai perdu presque 20 kilos. J'étais très contente. J'étais suivie par un médecin nutritionniste. Et puis j'en ai eu assez, j'ai eu des soucis de santé et j'ai laissé tomber. Depuis, j'ai repris mes pulsions d'hyperphagie. Je sais que j'ai regrossi, mais je ne sais pas de combien. J'ignore superbement ma balance, mais je n'arrive pas à me discipliner. Et je m'en veux de réduire à néant tous les efforts que j'ai fournis. Je m'en veux d'autant plus que je suis sportive, et donc j'en bave vraiment à cause du fort surpoids. Comment pourrais-je faire pour trouver une façon de maintenir mon poids et une relation saine à la nourriture sur le long terme ? J'aimerais avoir un poids stable et que la nourriture cesse d'être une obsession. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et courage pour tes partiels. Merci. Du coup, ça s'est bien passé, comme je disais en début de vidéo. Ah là là, merci pour ta question. Et j'ai envie de dire, quand tu me dis comment je pourrais trouver une façon de maintenir mon poids et une relation saine à la nourriture, j'ai envie de dire, vous avez combien de temps, les gars ? Il y a tout un livre là-dessus, mon livre que l'une d'entre vous a mentionné un peu plus tôt, qui s'appelle Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer, aux éditions Erol. Donc déjà, si vous voulez un truc un peu plus long où je parle de ça, allez lire ce livre. Mais blague à part, en fait, t'es en train de vivre quelque chose de très courant quand on souffre d'obésité, de surpoids, etc., chronique dans notre vie, donc qui, je le rappelle, est quand même une maladie non transmissible, mais une maladie quand même. Et en fait, au cours de la vie, cette maladie va avoir tendance à s'aggraver, à se développer, et nous, tout ce qu'on fait avec le travail qu'on fait, que ce soit un travail physio, donc avec votre médecin, et un travail au niveau de la psycho-émotionnelle, donc que ce soit avec un coach ou un thérapeute qui est formé à ces sujets-là, c'est qu'on va essayer de trouver un équilibre et de te faire vivre correctement avec la maladie, dans la mesure où pour l'instant, on ne connaît pas de guérison définitive à cette maladie. Donc c'est une maladie chronique avec laquelle on apprend juste à vivre correctement au cours de notre vie, qui souvent amène à avoir aussi des troubles du comportement alimentaire type hyperphagie, compulsion, restriction. Pour certaines personnes, ça va être plutôt boulimie et anorexie, où on alterne entre les deux. Et voilà quoi. Et
même les traitements qu'on connaît aujourd'hui ne permettent pas de soigner définitivement cette maladie. C'est-à-dire que les traitements qu'on a aujourd'hui, ça va être typiquement tout ce qui est chirurgie bariatrique, donc restreindre l'estomac d'une manière mécanique, quelle qu'elle soit. Il y a plusieurs types de chirurgie. Et tout ce qu'on connaît là dernièrement qui fait beaucoup de bruit, donc semaglutide, liraglutide, donc tout ce qui est Ozempic, Wegovy, Saxenda, etc. Même tous ces médicaments-là, en fait, ne permettent pas de, un jour, ne dépendre d'aucune aide extérieure, que ça soit médicamenteuse ou psychothérapie ou quoi, et de avoir un poids stable, qui ne grossit pas, qui n'est pas en surpoids de base, et sans brouhaha, sans obsession autour de la nourriture. Aujourd'hui en tout cas, ou alors je suis passée à côté d'un truc énorme, hein, mais je m'en renseigne beaucoup sur le sujet, personne ne peut affirmer avoir la solution et soigner définitivement cette maladie. Par contre, ce qui est possible, c'est de vivre sereinement avec et d'avoir ses compulsions qui sont maîtrisées, avoir quelque chose qui est relativement stable, avoir un poids qui est relativement stable, mais avec toujours un peu cette fragilité-là parce que on a cette maladie en fait et on l'a développée chroniquement avec le temps. Donc on peut blâmer plein de choses parce que c'est multifactoriel. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux comme le type d'alimentation, le fait d'avoir mangé des aliments très transformés, beaucoup de sucre, toute notre génération et depuis quelques décennies, ça a été quand même beaucoup le cas. Il y a aussi tout ce qui est exposition dans les médias, le fait d'avoir mis en avant plutôt des corps très minces qui ne sont pas la moyenne des gens, en fait, biologiques, mais plutôt des personnes qui sont naturellement comme ça, en fait, c'est un petit nombre et ça a été mis en avant. Et du coup, on essaye tous d'aller coller à ça et en faisant ça, en fait, on se détraque le système. Donc à la fois le corps qui se dérégule, mais aussi tout ce qui est mental et émotionnel. Et c'est pour ça qu'on développe un rapport à la nourriture qui est compliqué et que le corps aussi ne suit plus. Et que ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans, un petit régime, là, sur une semaine, ça marchait très bien. Aujourd'hui, ça marche plus de la même manière. Voilà. Pour plein de raisons, déjà parce que même si vous arrivez à le tenir, votre corps réagit plus de la même manière parce qu'entre-temps votre métabolisme a changé et a été altéré par tous les régimes qui ont été faits depuis, mais aussi émotionnellement et mentalement, vous n'avez plus la même capacité à résister aux aliments que vous aviez à 20 ans, parce que pareil, ça aussi, ça a changé, votre rapport à la nourriture a changé, la façon dont votre corps réagit face à de la dopamine et face à la restriction a changé, votre mental, votre image de vous a changé, bref. Tout ça, c'est une maladie chronique en fait, et qui prend du temps à se mettre en place, mais qui se développe au cours des années. Donc, effectivement, le fait de faire des régimes, en fait, ce qui t'est arrivé quand tu as fait un régime, même s'il était bien fait de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que tu n'as pas fait un truc qui était trop restrictif, qui ralentit ton métabolisme et qui du coup, de toute façon, physiquement est voué à l'échec, tu as fait quelque chose qui était bien avec un médecin, de ce que je comprends, tu as été accompagné là-dedans. En fait, le truc c'est que si tu souffres déjà d'obésité et que tu as déjà fait des régimes dans ta vie ou que tu as déjà cette propension à reprendre du poids et voilà, et que tu es dérégulé en termes d'hormones et en termes même émotionnellement, donc ta réponse émotionnelle aux choses dans ton quotidien et l'appel à la nourriture que tu as qui permet de réguler ces émotions-là et de les réguler de manière générale, c'est-à-dire que tout le monde utilise la nourriture pour se réguler émotionnellement, mais pas dans les mêmes proportions. Donc si tout ça s'est dérégulé au cours du temps, en fait, faire un régime, ça ne fait que aggraver, ça ne peut que aggraver finalement la situation. C'est-à-dire que c'est un peu là ce que tu vis, c'est-à-dire que tu as perdu le poids, mais à un moment donné, c'est pas tenable. C'est comme si tu essayais, si tu veux, de maintenir une bouée sous l'eau, tu vois. T'es là, t'appuies, alors ça marche un temps, mais en fait, au bout d'un moment, si t'enlèves ta main, la bouée, elle va retourner à la surface, parce que son état naturel, c'est d'être à la surface. Et donc là, quand tu es en train de faire un régime, en fait, c'est comme si t'étais en train de mettre la bouée sous l'eau. Donc en fait, tu comprends bien que cette résistance-là, c'est tellement d'efforts que ça tient un certain temps, mais en fait, ça tiendra pas toute la vie. Donc, c'est pas étonnant, et surtout, j'ai envie de te dire, là, ne te culpabilise pas d'avoir repris tout ou partie de ce poids, ou même plus que ce poids. On n'en sait rien, parce que tu te pèses pas, et pour l'instant, le rapport à la balance, ça sera peut-être pour une autre question une prochaine fois, parce que vous êtes plusieurs à l'amener à chaque fois, mais peut-être qu'un jour je focaliserai s'il y a une d'entre vous qui m'amène une de ces questions. Spécifiquement sur la balance, je focaliserai dessus, mais ce que je veux dire, c'est que je veux surtout pas que tu te culpabilises parce qu'en fait c'est juste un symptôme d'une maladie ce qui t'arrive. C'est pas toi qui a pas de volonté, qui a pas su assez résister, c'est bon, hein, ras-le-bol de ces pensées-là et de ces violons-là où on nous raconte depuis des années que c'est ça, être en surpoids. Ça c'est vrai pour des personnes qui ne sont pas atteintes d'obésité chronique. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui ont aucun problème de santé, qui n'ont pas particulièrement de propension à prendre du poids, puis qui un jour, parce qu'ils ont des
des examens ou qui sont début d'étudiants, ils prennent 5-10 kilos parce qu'en fait ils ont mangé n'importe comment. Dès qu'ils reprennent une alimentation saine, pouf, ils perdent le poids et tout va bien. Et s'ils gardent une alimentation saine jusqu'au reste de leur vie, bah ce poids il sera jamais repris quoi. Mais ça, c'est dans le cas où le corps fonctionne bien. On voit bien que dans ton cas, et comme le cas de beaucoup d'entre nous ici, c'est pas ça qui se passe. C'est depuis toujours ou presque, ou à un moment, des fois il y a un moment charnière dans la vie où la maladie se déclenche, mais depuis ce moment-là, en tout cas, on est là en train d'essayer et de galérer à essayer de maintenir un poids et que ça part en sucette dans la tête en fait. Ça part en obsession. Donc, quand tu me dis comment est-ce que je pourrais trouver une façon de maintenir mon poids et une relation saine à la nourriture sur le long terme, j'ai envie de te dire, je pense qu'il va falloir choisir entre les deux. Voilà ce que j'en pense là quand je te lis comme ça. En tout cas, dans un premier temps. Peut-être que sur le long terme, tu n'auras pas besoin de choisir entre les deux et que ton corps va être coopératif parce que, évidemment, la maladie ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. On n'a pas tous le même corps. Moi, je suis stabilisée à un corps qui est en léger surpoids. Voilà, mais il y a d'autres personnes dans la même situation qui se retrouvent avec un corps en obésité. Il y a d'autres personnes qui ont un corps qui est dans un IMC normal après avoir fait ce travail. Et en fait, ça, c'est pas toi qui le choisis. Donc, je ne sais pas si tu peux avoir un corps qui est dans le poids dans lequel tu aimerais sans que ça soit le Dawa Lao. Parce que avec le Dawa Lao, oui, c'est possible, tu vois, genre maintenir la bouée sous l'eau à vie, il y a des gens qui y arrivent, c'est juste une charge mentale de fou, hein. Il y a des gens qui sont en restriction alimentaire toute leur vie et qui sont au bord de l'explosion ou de l'implosion toute leur vie, donc ça c'est quelque chose qui est possible, c'est pas être en bonne santé mentale, moi je te le recommande pas du tout, mais voilà, et si tu veux les deux, bah en fait ce que tu es en train de me dire c'est j'aimerais avoir une autre génétique, avoir des autres facteurs environnementaux, avoir une autre histoire de vie et faire que je sois naturellement mince comme le sont beaucoup de personnes. Et ça malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas faire. On ne sait pas soigner définitivement cette problématique en lien avec les compulsions alimentaires et l'obésité. Par contre, moi je te dirais qu'il y a des choses possibles si tu commences à travailler sur ton rapport au corps et sur l'acceptation de là où tu en es et de te dire voilà, je vais mettre des bonnes habitudes en place dans la mesure de ce qui est possible dans mon quotidien avec mon histoire de vie et ce qui me semble pertinent, mais avec une intention, pas forcément de perdre du poids, mais une intention de me faire du bien. Faire du bien à ma santé. Et de garder ces habitudes-là pour le reste de ma vie. Et de faire un travail de lâcher prise. Je sais que c'est super dur ce que je suis en train de te proposer, mais d'essayer de faire un travail de lâcher prise sur le poids. Et de te dire, en fait, là, le pire qui puisse m'arriver, c'est de refaire des régimes, de perdre le poids et de reprendre avec des kilos en cadeau. Parce que c'est ça qui se passe malheureusement. L'effet yo-yo, c'est ça que ça fait. Donc, soit j'accepte le poids que j'ai maintenant, et je travaille sur cette acceptation, et avec un peu de chance, en régulant mes émotions, et en régulant mon corps, en prenant de bonnes habitudes alimentaires, depuis un espace d'amour de moi, et ben mon corps va baisser en poids tranquillement pour aller se stabiliser un peu plus bas. C'est possible, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. C'est rare que quand on est complètement dérégulé, en fait, on soit stabilisé à notre poids de toute façon, qu'il soit notre poids de forme, donc il y a des chances que notre poids baisse un peu, mais toujours dans l'acceptation. Je sais que c'est un travail extrêmement dur, et là je te le dis, ça semble simple et tout, c'est dans une vidéo, et je sais que c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça, et que ça va sûrement te demander un travail peut-être qu'il faudra que tu te fasses accompagner, j'en sais rien, ou avec des outils, peut-être le livre, mon livre, ou les livres d'autres personnes, parce que je suis pas du tout la seule à parler de ces sujets-là aujourd'hui, et c'est tant mieux, on est en train de comprendre collectivement dans ce domaine que, en fait, c'est quelque chose à prendre dans son ensemble, et que c'est une approche qui est beaucoup plus, fine que juste dire aux gens faites un régime, parce que ça c'est voué à l'échec. Donc voilà, moi la proposition que j'ai envie de te faire, et je sais que c'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre, t'aimerais que je puisse te dire voilà tu fais ça et puis tu pourras perdre du poids définitivement et ne plus avoir de pensée obsédante par rapport à la nourriture. Moi j'ai envie de te dire, en fait si tu veux ne prioriser le fait de plus avoir de pensée obsédante et te calmer là-haut, et ben travailler sur l'acceptation du corps, là où il en est, et travailler sur les habitudes si tu le souhaites, les améliorer, c'est toujours chouette de mieux manger, mieux dormir, se bouger son corps de manière appropriée, tout ça c'est que des bonnes recommandations, mais de le faire depuis un espace qui n'est pas dans un espace d'attente de perte de poids, mais dans un espace de je veux me faire du bien. Et si je suis en surpoids, en obésité, me faire du bien va sûrement vouloir dire perdre du poids, mais ça va se faire, c'est pas moi qui vais le décider en fait, ça va se faire tout seul, c'est mon corps qui décide ce genre de truc en fait. De la même manière que je décide pas si mes cheveux blondissent au soleil, je décide pas si je bronze, je peux me prédisposer, je peux m'exposer au soleil, je peux faire des actions, mais en fait
in fine, c'est pas moi qui choisis, c'est mon corps. Donc, avoir la même approche vis-à-vis de ton corps, et du coup, enlever aussi cette culpabilité. C'est pas toi qui choisis, en fait, d'être en surpoids. T'as pas choisi d'être comme ça. Tu t'es pas... c'est pas parce que tu t'es laissé aller ou que tu as mal fait quelque chose, en fait. C'est juste quelque chose qui est parce que c'est une maladie chronique multifactorielle et que, malheureusement, pour l'instant, tu vis avec. Je pense que on gagne à cesser de s'imaginer qu'il est possible, quand on a souffert d'obésité, de manger drastiquement différemment là du jour au lendemain sans que ça crée des obsessions alimentaires. En fait, il se trouve que sur le long terme, si tu fais des changements hyper progressifs et que tu ajustes ton identité au fur et à mesure, tu peux ne pas développer d'obsessions alimentaires et même les calmer. Mais c'est quelque chose en fait qui se fait du cas par cas. Donc là, je t'ai fait une réponse générale qui va correspondre au plus grand nombre. Je dis pas que pour toi, c'est pas forcément possible d'avoir, un poids bas et pas d'obsession alimentaire. Je dis juste que dans l'ensemble, c'est pas trop ce qu'on observe et que le poids, il va se stabiliser. Oui, il va peut-être baisser un petit peu si effectivement tu es en obésité, en surpoids. Mais là, ce qu'on cherche surtout, c'est à réguler, à faire que ton corps, tes sensations physiques reviennent, que tu puisses écouter ta faim et ta satiété, que ça soit pas difficile, que là-haut, il y ait l'estime de toi qui aille mieux, qu'il n'y ait pas des pensées constantes par rapport à la nourriture. Et déjà, une fois que tout ça c'est fait, on voit si le corps il peut avoir aussi peut-être besoin d'une aide dans ce cas-là qui est plutôt physio, qui est plutôt côté médecine, aider tes hormones ou la chirurgie bariatrique, c'est aussi quelque chose qui peut être fait, mais pas en essayant de bosser sur la restriction ou sur la volonté, parce qu'en faisant ça, en fait, on va juste aggraver le problème sur le long terme. Bref, voilà un petit peu pour ce que je pouvais te dire. J'espère que mes propositions t'aident. Merci à toutes les trois pour vos questions. Et puis n'hésitez pas à soumettre d'autres questions pour la prochaine vidéo que je ferai de cet ordre-là. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera, mais j'en ferai une prochainement, probablement le mois prochain par exemple. Donc moi je vais m'arrêter là. Si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, vous le savez, il existe mon livre que vous pouvez acheter, écouter en audio, télécharger aussi au format papier ou Kindle. Vous avez aussi plusieurs programmes que je vous ai proposés ou plusieurs choses qui sont gratuites. Vous avez la masterclass, vous avez des documents aussi, des petits outils, tout ça. Donc n'hésitez pas à les regarder dans la barre d'infos. Et vous avez bien sûr le programme Faire la paix en ligne qui est à disposition, que vous pouvez faire en autonomie. Et si vous savez qu'en autonomie c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à prendre juste un rendez-vous. Moi je consulte en ligne, donc je fais du coaching et de la thérapie. Voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous, une séance. Voilà, je vous laisse regarder la description. Et puis soyez à l'affût parce qu'il peut m'arriver, en fonction de vos commentaires, de vos demandes, etc., de proposer des petits programmes, des petites choses en complément, qui peuvent combler certains de vos besoins, comme là, ça a été le cas ce mois-ci avec le programme sur le corps et le rapport au corps. Donc bref, rendez-vous dans la barre d'infos. Et puis moi, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent fin de vendredi. Voilà, non, pas du tout, on n'est pas vendredi. Une excellente fin de mercredi. Voilà. Et puis je vous dis à mercredi prochain. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.